Bien. Bien, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de prendre le temps, même si je vous vois un petit peu tard, de vous féliciter d'avoir réussi votre première année de médecine. J'espère que bon nombre d'entre vous vont faire de la psychiatrie. J'espère que bon nombre d'entre vous vont faire de la pédopsychiatrie, de la psychiatrie d'enfants et de l'adolescent et de l'adulte jeune. Vous êtes encore des adolescents, donc ça devrait vous intéresser. Vous êtes en train de finir votre adolescence, bon, pour certains en tout cas. Alors, je me présente, je m'appelle Maurice Corcos, je dirige le département de psychiatrie de l'adolescent et de l'adulte jeune, qui est pas loin d'ici, qui est à l'Institut mutualiste Montsouris. Vous êtes gâté à Paris 5 René Descartes, vous avez tout un tas de psychiatrie, vous avez quasiment la moitié de l'hôpital Sainte-Anne, vous avez Marie-Rose Moreau qui s'occupe d'enfants à la maison de Solène, vous avez Bernard Goltz qui s'occupe de petits-enfants et de mères-enfants, et moi je m'occupe d'adolescents, d'adultes jeunes. Voilà. Donc il y a des stages de psychiatrie que vous pouvez bien sûr venir valider. Alors, au-delà de ce prosélytisme qui est le mien d'essayer de vous convertir très tôt à la psychiatrie, ça rejoint une préoccupation très importante que nous avons, mes confrères et moi. C'est que vous allez, si ce n'est déjà fait, vous allez être abreuvé de tout un tas de littérature scientifique extrêmement importante, surtout par les temps qui courent où le développement dans certaines spécialités sont considérables, en hématologie, en neurologie, en IRM. Vous allez être beaucoup plus savant qu'on ne l'était que nous ne l'étions lorsqu'on avait votre âge, lorsqu'on avait démarré ici même. Vous allez donc apprendre énormément de choses et qui sont des choses qui sont essentielles et qui sont des choses opératoires, techniques, très formalisées. Bon, vous allez apprendre par cœur pour réussir l'internat, bien sûr. Et peut-être que vous n'allez pas avoir suffisamment de temps, en tout et pour tout. Je n'ai qu'une heure pour vous sensibiliser à quelque chose qu'on appelle la relation médecin-malade, aux aspects psychologiques de la relation médecin-malade. Bon. Donc vous allez très rapidement être engagé dans l'apprentissage d'un savoir. Vous allez savoir, vous allez comprendre, c'est-à-dire vous allez prendre, vous allez saisir, vous allez maîtriser. Et par les temps qui courent, on va vous demander de plus en plus de sacrément maîtriser, sinon vous risquez d'avoir un certain nombre de procès qui vous tomberont dessus, puisque les avocats, comme aux États-Unis, commencent à entourer les services de médecine pour évidemment essayer de gagner quelques procès chez des patients que vous aurez ratés ou qui seront enfermés dans une victimisation. Donc on ne va pas vous faire de cadeaux et de fait, vous allez peut-être vous rigidifier, vous formaliser, assurer vos arrières, prendre des assurances considérables. Pour ceux qui vont faire gynécologie obstétrique, par exemple, vous allez payer des assurances considérables. Réanimation, anesthésie, j'en parle pas. Bon. Vous allez essayer de vous assurer, c'est-à-dire que vous n'allez pas prendre de risques, vous n'allez pas parier, vous n'allez pas oser. On ne va pas forcément vous en donner les moyens. Or, je crois qu'il y a quelque chose qui précède le savoir, la compréhension, la préhension, la maîtrise. Et ce qui précède ce savoir, c'est la connaissance. C'est connaître. C'est-à-dire naître avec. Naître avec quoi? Naître avec qui? Naître avec un patient à la symptomatologie qu'il présente. Et je ne parle pas de symptomatologie psychiatrique ou psychologique, je parle de médecine. Quel que soit le patient que vous allez avoir en face de vous, il s'agit de vous dire que, au-delà de simplement colliger l'ensemble des symptômes qu'il présente pour établir une grille diagnostique, pour organiser un outillage thérapeutique, pour organiser une prévention, pour faire un certificat d'assurance maladie, enfin tout ce que vous voulez. Au-delà de ça, en amont de ça, vous devez avoir la possibilité de rencontrer, que ce soit un événement pour vous, de rencontrer cette personne. Alors c'est facile à dire lorsque vous allez avoir, comme les médecins généralistes actuellement, 30 patients qui se succèdent dans la journée, avec en gros, c'est la durée moyenne, 15 minutes pour chaque patient. Difficile de faire une rencontre qui soit un événement. Mais croyez-moi, et vous le savez peut-être, probablement, autour de vous, on vous l'a dit, vous-même en avez éprouvé l'expérience, allez voir un médecin, rencontrer un médecin, que ce soit pour une pathologie bénigne ou a fortiori pour une pathologie qui organise le risque vital, c'est pas rien, c'est pas n'importe quoi.
c'est quelque chose qui fait que vous allez être dans une relation qui est terriblement asymétrique. Vous n'êtes pas dans une relation symétrique avec votre médecin, ne serait-ce que parce que vous accordez à ce médecin quelque chose qui est le fait qu'il est supposé savoir, supposé être un bon médecin, supposé pouvoir décortiquer l'ensemble des symptômes, supposé pouvoir vous donner un diagnostic, supposé pouvoir vous donner un traitement, supposé pouvoir vous guérir, le fameux terme de guérison. Vous allez voir, désolé de vous désillusionner dès à présent, le terme de guérison est un drôle de terme en médecine, vous verrez en psychiatrie, c'est une évidence, il n'y a pas de guérison. Il y a des aménagements, des adaptations, des stratégies de défense. Et même en médecine, quelle que soit la spécialité, vous ne récupérez jamais l'état physique organique ad integrum antérieur à la maladie. Il vous reste toujours, plus ou moins bien sûr, des séquelles, des adhérences chirurgicales, pour dire ça comme ça. Et vous, c'est pas vrai que vous êtes le même après qu'avant. Donc, vous êtes votre patient et là, devant vous, vous êtes supposé savoir, supposé guérir et même supposé, allons-y, ça c'est de la psychologie, mais de la psychologie de bazar, hein, ça c'est de la petite psychologie, on va rentrer de plus en plus dans la complexité. Vous êtes supposé sauver ce patient. C'est ce qu'on appelle la fonction thaumaturge du médecin, c'est-à-dire que vous êtes le dernier rempart contre la mort. Fantasmatiquement, bien sûr. Si quelqu'un vient pour une angine, il ne se pose pas la question de cette manière-là. Mais dès que la pathologie s'aggrave, dès qu'on parle du sacro-saint cancer, du sida, de maladies auto-immunes, ou dès qu'une maladie commence à organiser des complications, de manière inconsciente ou subconsciente chez votre patient, la mort est aux aguets, la mort est là qui étend son ombre, surtout si dans l'environnement il y a déjà eu des décès. Et vous êtes celui qui est supposé être le dernier barrage contre la mort, c'est-à-dire contre le néant. Ce n'est pas rien, bien sûr. C'est formidable parce qu'on va vous attribuer énormément de pouvoir, beaucoup plus que vous n'en avez. Et vous allez devoir en profiter, mais pas trop. Vous en profitez déjà, certainement. Hein. On vous a félicité d'avoir réussi la première année de médecine. On vous considère déjà comme des médecins. J'imagine que dans les soirées, on vous demande ce que vous faites et vous dites que vous êtes médecin, bien sûr. Et d'ores et déjà, on vous sollicite. Voilà, ça y est, on vous a attribué un certain nombre de pouvoirs. Je ne vous dis pas si vous faites psychiatrie. Si vous faites psychiatrie, non simplement vous êtes supposé guérir, mais en plus, vous êtes supposé deviner les pensées. On imagine qu'on est transparent et que le psychiatre devine absolument tout, y compris les fantasmes, bien sûr, les fantaisies, les anticipations. Ceci est totalement faux, mais il faut en profiter, évidemment, le temps que ça dure. Bon. Cette confiance qui vous est allouée, ce crédit de confiance qui vous est accordé, ce supposé savoir, l'idée que vous avez les outils et que vous êtes le rempart contre la mort, eh bien, ça va être un a priori positif de quelqu'un qui va quasiment passivement se soumettre à tous vos desiderata. Vous n'imaginez pas tout le pouvoir qui est celui des médecins et la possibilité qu'a le patient d'accepter tout un tas de choses, y compris les plus extrêmes. Bon. Mais ce crédit de confiance qui vous est accordé, à la mesure même où il est immense, attention, peut évidemment se retourner. Le parallèle à ce que j'essaye d'établir dans la relation médecin-malade est évidemment la relation amoureuse. À la mesure même où quelqu'un tombe amoureux de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que ce quelqu'un d'autre, s'il vient à lui manquer, celui qui aime alors est pris d'une angoisse, d'une inquiétude, d'une perplexité, de tout un tas d'interrogations quant à l'amour que l'autre lui porte. Ce quelqu'un d'autre est capable de faire je ne sais pas combien de kilomètres pour retourner voir ce quelqu'un qu'il aime. Celui qui est aimé a tout pouvoir sur celui qui aime, le temps que ça dure, le temps du coup de foudre, le temps de l'illusion. Il peut lui faire n'importe quoi, le temps que cette illusion dure. Alors, gardez en tête pourquoi cette illusion amoureuse, pourquoi cette illusion entre médecin-malade. On y reviendra d'un point de vue plus psychanalytique pour voir d'où elle tire sa force. Pour l'instant, ce que je veux dire, c'est que vous êtes suffisamment jeune, mais vous avez déjà éprouvé des émois, des effrois, des affres, des tourments amoureux. Vous devez pouvoir entendre ce que je vous dis, c'est-à-dire que
À un certain moment, sans qu'on sache d'ailleurs très bien pourquoi, ça peut se renverser en l'envers. C'est-à-dire que cette relation qui était idéalisée, qui était absolue, qui était magique, devient rapidement, du fait d'une déception, d'une petite éraflure dans le contrat médecin-malade ou dans le contrat amoureux, un regard qui se dérobe, un rendez-vous qui est raté, un anniversaire qui n'est pas fêté à temps, tout un tas de choses qui fait que la désidéalisation s'installe, ça se renverse et ça devient extrêmement haineux. Et la haine est à la mesure même de l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas changé du tout de nature. La haine et l'amour, c'est la même chose. C'est simplement un renversement de valence. L'inverse de l'amour, c'est l'indifférence. La haine, c'est encore de l'amour selon une autre manière, qui est une manière plus radicale, plus tranchée, qui met à distance l'autre, tandis que l'amour, c'est la confusion dans le tendre, dans l'étreinte. La haine, c'est la coupure, le tranchant, mais c'est la même chose. Bon. Alors vous me dites, mais de quoi je vous parle? Vous avez entendu parler quand même du fait que les médecins, et en particulier les chirurgiens, et en particulier les psychiatres aussi, il faut bien le dire, sont sujets d'un certain nombre de psychopathologies de la part de leurs patients, en particulier des patientes, on y reviendra, des choses qui s'appellent la paranoïa délirante. Vous avez un patient qui vous poursuit de ses assiduités, qui peut même vous en vouloir à votre famille. Il y a eu quelques meurtres, oui, il faut bien le dire. Bon, c'est-à-dire qu'il a une fixation morbide sur qu'est-ce qu'il m'a fait. Il m'a opéré, il m'a laissé quelque chose à l'intérieur du ventre, il m'a donné ce traitement, j'ai ces effets secondaires et je ne peux pas les enlever. Ou avec le psychiatre, je suis sûr que, et c'est ce qu'on appelle la paranoïa érotomaniaque, je suis sûr qu'il est amoureux de moi, mais qu'il ne veut pas me le dire. Je devine, à la mesure même où il peut deviner à l'intérieur de moi ce qui se passe, moi je devine à l'intérieur de lui, et vous comprenez que ce qu'elle devine à l'intérieur de lui, c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, bien sûr. Ça s'appelle une projection. Donc des renversements d'une passivité confondante du patient vis-à-vis du médecin en attachement haineux, paranoïaque, quérulant, si ce n'est revendicateur, si ce n'est meurtrier, ça se voit tous les jours. Bon. Alors pourquoi cet attachement aussi intense? Je l'ai dit au début, je l'ai dit de manière descriptive, oui, vous représentez celui qui peut barrer la mort, celui qui peut guérir, celui qui peut apaiser la souffrance. Vous avez un pouvoir magique, avec très peu d'instruments, très peu d'outils, avec des mots pour le psychiatre, avec des médicaments relativement simples, vous pouvez soulager. Bon, ça n'est évidemment pas rien, mais ça, c'est l'aspect factuel. Et le cours d'aujourd'hui, c'est les aspects psychanalytiques. C'est-à-dire que derrière l'aspect factuel, derrière l'aspect manifeste, évident, qui émerge à la conscience, il semble, pour ceux qui y croient, pour ceux qui le saisissent, qu'il y ait des aspects inconscients. Qu'est-ce que c'est l'inconscient? C'est quelque chose que vous présumez savoir, mais que vous ne savez pas. Quelque chose que vous avez sur le bout de la langue. Quelque chose qui vous accompagne, qui vous entoure, mais dont vous n'avez pas totalement la perception. Quand est-ce que ça surgit l'inconscient? C'est simple. Ça surgit dans vos lapsus. Quand vous faites des lapsus, c'est-à-dire que vous voulez dire quelque chose et vous dites l'inverse. Et probablement qu'à l'intérieur de vous, dans votre tête, c'est l'inverse qui pulsait, qui prédominait, mais que vous voulez rester conscient, c'est-à-dire civil, courtois, et que vous ne voulez pas brusquer, que vous ne voulez pas brutaliser l'autre. Alors vous essayez de dire l'inverse, mais l'inconscient est plus fort et vous dites, vous crachez votre fiel, votre venin, votre haine. Bon. Il y a des lapsus, il y a des actes manqués. Vous arrivez tous les jours en retard, vous arrivez terriblement en avance à des rendez-vous que vous n'avez pas ou à des rendez-vous que vous avez, évidemment. Ces actes manqués témoignent que, alors que vous partiez dans une direction, l'inconscient vous amenait dans une autre direction. Et puis, il y a bien sûr la voie royale de l'inconscient, ça s'appelle le rêve. Et dans le rêve, vous avez un certain nombre de vos désirs que, dans la journée, vous ne pouvez pas satisfaire et qui s'expriment d'une manière incongrue, iconoclaste, compliquée le soir. Et qui vous disent quelque chose profondément. Vous êtes attaché à ce rêve, même s'il disparaît le matin. Vous l'avez éprouvé dans la nuit comme étant une réalité. La réalité psychique de ce que vous avez vécu dans le rêve, c'est une réalité aussi vraie que la réalité matérielle. Ne pas négliger cette réalité psychique. Bref, ça parle à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas si loin du bac. Relisez Rimbaud, « Je est un autre ».
Il ne faut pas dire je pense, mais on me pense. Il y a quelqu'un à l'intérieur de moi. Relisez Dr. Jekyll and Hyde. Quel est derrière ce Dr. Jekyll, cet être monstrueux? Alors c'est bien Dr. Jekyll and Hyde parce que vous allez voir que le choix de spécialité n'est pas anodin. Je ne voudrais pas contrarier un certain nombre de carrières, mais évidemment que si vous choisissez chirurgie, c'est soit que vous vous êtes gouré, mais là ça veut dire que c'est votre inconscient qui parle. Si vous choisissez chirurgie comme psychiatrie, c'est probablement en fonction d'un certain nombre d'appétits. Et les appétits que vous pouvez avoir à ouvrir des ventres tous les jours est un appétit légèrement sadique. Hein. Ça rappelle quelques séries télévisées américaines. Hein. Vous avez dû être abreuvé d'un certain nombre de séries télévisées américaines qui vous donnent envie d'aller voir à l'intérieur du corps comment ça fonctionne. Vous inquiétez pas, pour le psychiatre aussi, qu'est-ce que c'est cette drôle d'idée d'aller étudier la folie des autres? Probablement qu'il y a une torsion en soi, ou un conflit, une inquiétude, une perplexité qu'on a envie, en effet, de retrouver chez les autres pour mieux la guérir, évidemment. Vous avez des envies de réparation, y compris par rapport à votre vocation médicale, par rapport à ce qui s'est passé dans votre famille, des gens qui ont peut-être souffert, que vous avez eu envie de traiter, de guérir, mais vous n'étiez pas encore prêt, mais ça y est, vous allez vous préparer si jamais à l'avenir quelqu'un d'autre était en difficulté. Bref, ces vocations médicales sont prises par ces désirs inconscients. Donc l'inconscient, c'est quelque chose qui est plus profond, qui est plus archaïque, comme on dit. Ce n'est pas quelque chose qui est à la surface de la conscience, mais on pense que c'est lui qui est aussi moteur dans la relation médecin-malade. Alors, comment il agit? Eh bien, c'est lui qui est à l'origine de cette dissymétrie. Ce n'est pas vrai que lorsque le patient vient, il vénère votre statut. C'est vrai, mais c'est de moins en moins vrai. Hein. Vous êtes des générations où le statut de médecin n'est pas ce qu'il était. Le statut de médecin, avant, c'était vraiment quelque chose de considérable. Les mandarins, les blouses blanches, là, vous êtes des experts maintenant. Vous êtes des techniciens. On va vous demander des comptes. Avec Internet, tout le monde peut vérifier. Avant, personne ne pouvait vérifier ce qu'on faisait. Donc nous avions une aura, une auréole. Personne ne pouvait aller voir de l'autre côté du miroir qu'on était comme tous les rois, c'est-à-dire nus. Là, on va vous emmerder avec Internet, avec les bouquins, avec les groupes de patients, avec les procès mutuels. Enfin bon, c'est plus pareil. Il serait temps de changer de métier si ce n'est pas trop tard. Bon. Mais qu'est-ce qui fait donc cette dissymétrie fondamentale de la relation médecin-malade si ce n'est pas simplement le statut, si ce n'est pas simplement la fonction, si ce n'est pas cette aura autour de la guérison et de parer à la mort? Eh bien, voilà, on rentre dans le sujet de notre réunion, de notre rencontre. C'est là où vous pouvez sourire, rire, penser que les psychiatres sont vraiment jetés.